pour atteindre le triangle ça, on doit avoir quoi? Là, donc l'adresse de M de IJ, c'est quoi? C'est l'adresse de base, plus les n éléments qui sont là, et par la suite, on va être dans ce triangle. Quand on est dans ce triangle, on va faire quoi? Quelque part, on va calculer l'adresse qui se trouve à la ligne I, quelque part ici, la ligne I, et quelque part à l'intérieur ici, dans la colonne G. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? L'adresse de M de IJ, c'est quoi? C'est l'adresse de base plus les n éléments qui sont la ligne 1 plus 1 sur 2. Et par la suite, il faut atteindre la ligne I. Pour atteindre la ligne I, quelle est cette ligne? C'est la ligne après 1 plus 1 sur 2 plus 1. Ça veut dire que la ligne plus 1, elle va vous donner quoi? C'est n plus 3 sur 2. Donc, ça veut dire quoi? On va compter le nombre d'éléments non nuls, 1 plus 1 sur 2, dans chaque ligne jusqu'à i-1. Parce que quand on atteint le i par la suite, on va faire un parcours avec j. Maintenant, quel est le nombre d'éléments non nuls dans chaque ligne? Si on est dans la ligne 5, on a combien d'éléments? On a 6. Ça veut dire quoi? Le nombre d'éléments de la ligne après 1 plus 1 sur 2, c'est n moins i plus 1. On l'a déjà utilisé ça la fois passée, la relation. D'accord? Si je suis la ligne 5, vous voyez que 7 moins 5, il va vous donner quoi? Il va vous donner 2 plus 1 multiplié la totalité multiplié par 2. Le nombre d'éléments dans chaque ligne au-dessus de i égale à 1 plus 1 sur 2, c'est 2 fois n moins i plus 1. Donc, vous voyez que pour la ligne 5, vous avez 6. Si on est pour la ligne 6, vous aurez quoi? 7 moins 6, vous aurez 1, plus 1, il va vous donner 2, multiplié par 2, il va vous donner 4. Vous voyez qu'on a 4. Maintenant, pour la ligne 7, c'est 7 moins 7, il va vous donner 0. On a 1 multiplié par 2, il va vous donner 2. Est-ce que c'est bon pour ça? Puisque par la suite, on va utiliser ça pour calculer l'adresse de l'élément M de I. Est-ce que c'est bon? Vous voyez que chaque ligne au-dessous de I égale à 1 plus 1 sur 2, elle est égale à 2 fois N moins I plus 1. Est-ce que c'est bon? D'accord. Et donc, ça veut dire quoi? Si on va calculer l'adresse de ça pour I, pour le premier triangle, c'est l'adresse de base plus un élément de la ligne 1 plus 1 sur 2. Et par la suite, on va comptabiliser le nombre d'éléments non nuls. K égale à 1 plus 3 jusqu'à I moins 1. C'est 2 fois N moins K plus 1. Et quand on est la ligne I, on va faire quoi? On va faire J moins 1. Pourquoi on fait J moins 1? Parce que l'adresse de base, elle pointe vers le premier élément. Est-ce que c'est bon pour le premier triangle? Est-ce que c'est bon pour le premier triangle? C'est bon pour le premier triangle, s'il vous plaît. Je répète. J'ai dit que, est-ce que c'est bon pour le I égale à 1 plus 1 sur 2? Est-ce que vous avez compris l'adresse de M de IJ pour I égale à 1 plus 1 sur 2? Oui. Maintenant, on est le cas, le cas de cette matrice. Donc, j'ai dit que l'adresse de base, elle pointe ici, vers le premier élément. Quelle est l'adresse de base de cet élément? Quelle est l'adresse de base de cet élément? L'adresse de base de cet élément, c'est l'adresse de base du premier élément plus les n éléments là. L'adresse de base plus un élément, on tombe sur cet élément. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui. Oui. Maintenant, on doit chercher l'élément qui va se trouver sur la ligne I et la colonne J quelque part ici. D'accord? D'accord? Et donc, j'ai dit que la ligne, c'est la ligne n plus 3 sur 2. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? On va comptabiliser. L'adresse de M de IJ, c'est quoi? C'est l'adresse de base ici, plus les n éléments qui sont la ligne 1 plus 1 sur 2. Et par la suite, pour atteindre la ligne I, on doit compter le nombre d'éléments non nuls de la ligne 1 plus 3 sur 2 jusqu'à I moins 1. Tel I moins 1. Combien d'éléments non nuls? 1 plus 3 sur 2 jusqu'à I moins 1. J'ai dit que vous voyez les lignes qui sont au-dessous de I égale à 1 plus 1 sur 2. Le nombre d'éléments non nuls fait c'est 2 fois n moins I plus 1. D'accord? Si je dois
voir là, je suis là, quelle est la ligne? C'est la ligne 5. J'ai dit que 7 moins 5, il va vous donner 2, plus 1, il va vous donner 3. Multiplié par 2, vous voyez qu'on a 6. هذه la ligne 6, la ligne 6, la ligne 6 لهنايا, c'est la ligne 6 هذه. Donc 7 moins 6, il va vous donner 1, plus 1, il va vous donner 2, multiplié par 2, vous voyez que vous avez 4. Et par la suite, la ligne 7, 7 moins 7, il va vous donner 0, 1 multiplié par 2, il va vous donner 2. Vous voyez que le nombre d'éléments non nuls au-dessous de la ligne 1 plus 1 sur 2, c'est 2 fois n moins i plus 1. D'accord? Et donc, ça veut dire l'adresse de l'élément qui va exister ici, c'est quoi? C'est l'adresse de base ici, plus le n éléments qui sont la matrice AD, le vecteur qui est à la position i égale 1 plus 1 sur 2. Ou on doit sauter le nombre d'éléments non nuls, la ligne AD, la ligne 1 plus 1 sur 2 jusqu'à i moins 1, qui est 2 fois. Donc, si on vient ici, donc c'est l'adresse de base plus le n éléments, et par la suite, on saute le nombre d'éléments, on calcule le nombre d'éléments non nuls, 1 plus 1, 1 plus 3 sur 2 jusqu'à i moins 1, et chaque ligne, elle contient 2n moins k plus 1, et quand je suis la ligne i, je dois faire quoi? Je dois faire j moins 1 qui se pointe vers l'adresse de base. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc là, c'est pour le premier triangle. Maintenant, on va aller vers le deuxième triangle. D'accord? Donc, si maintenant l'élément il n'est pas dans le premier triangle, il n'est pas dans le premier, il n'est pas dans le premier, il n'est pas dans la première ligne, il n'est pas dans le premier triangle, il est dans ce triangle. S'il est dans ce triangle, ça veut dire on va avoir le i quelque part ici et le j quelque part ici. D'accord? C'est bon? Et donc, ça veut dire quoi? C'est la même chose. On va, l'adresse de base, elle pointe vers ici. D'accord? Et donc, ça veut dire l'adresse de M de IJ, c'est quoi? C'est l'adresse de base plus les n éléments dans cette matrice. Et par la suite, on va comptabiliser le nombre d'éléments. La ligne dit n plus 3 sur 2 jusqu'à i moins 1. D'accord? On va faire ça. Donc, c'est l'adresse de base plus le n éléments. Et par la suite, on comptabilise le nombre d'éléments non nuls, le k égale 1 plus 3 sur 2 jusqu'à i moins 1. D'accord? Maintenant, le problème qui se pose dans ce triangle, si je suis quelque part ici, j'ai des éléments non nuls au départ et j'ai des zéros au milieu. Pour atteindre le deuxième triangle, on va avoir des éléments non nuls ici. D'accord? Ça veut dire quoi? Je vais expliquer là, je vais prendre un schéma là. Vous voyez, si je suis la ligne I là, avec la ligne I, et je suis la colonne J ici. D'accord? Comment comptabiliser le nombre d'éléments non nuls ici, plus le nombre d'éléments non nuls jusqu'à là? D'accord? Parce que j'ai des zéros là. Comment on doit les faire? Comment on doit les faire? On sait que, déjà, on a vu que la ligne HD, elle contient. Quel est le nombre d'éléments dans cette partie? C'est n moins i plus 1 dans cette partie. Et dans cette partie, vous avez n moins i plus 1 élément. Ça veut dire quoi? La ligne I, donc la ligne I, elle va contenir combien d'éléments? C'est 2n, 2 fois n moins i, éléments non nuls. D'accord? Comment faire maintenant pour calculer le nombre d'éléments non nuls ici plus ici? On comptabilise le nombre d'éléments non nuls, la ligne complète qui est 2n, n moins i plus i, et on peut calculer maintenant le nombre d'éléments non nuls ici, mais la fin vers le j. Comment on doit le comptabiliser? Le nombre d'éléments dans cette partie, c'est quoi? C'est la bord sup moins la bord f plus 1. D'accord? Et ça veut dire quel est le nombre d'éléments non nuls dans cette partie et dans cette partie J, c'est 2 fois n moins i plus 1 moins la partie qui vient de la fin, de 1 vers le j. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Ça va ولا نعاود؟ Ça va ولا c'est bon؟ ماشي ça va, c'est d'accord. نعاودو. On va refaire. Essayez de me suivre. D'accord. Je vais effacer ça. Je vais revenir vers le premier. Là, non. Je vais revenir vers le premier slide.
Je vais effacer ça. D'accord. J'ai dit qu'on est dans ce triangle. Maintenant, le M de IJ, il est quelque part ici. Maintenant, le J, il est là. Ou le I, il est quelque part ici. D'accord. Déjà, ما نروحوش حتى la ligne I. Pour atteindre la ligne I, حتى نروح حتى la ligne I moins 1. Quel est le nombre d'éléments dans l'adresse de base? Quel est le nombre d'éléments de l'adresse de base حتى la ligne I moins 1? Comment on doit le calculer? C'est l'adresse de base plus un élément de la ligne هذا. Et par la suite, on va calculer le nombre d'éléments de la ligne 1 plus 3 sur 2 jusqu'à I moins 1. Et I moins 1. Et chaque ligne, elle contient 2n moins I plus 1. D'accord? Donc, c'est l'adresse de base, ça veut dire quoi? L'adresse de base, c'est quoi? C'est l'adresse de M de IJ, c'est quoi? C'est l'adresse de base, plus le n élément, la ligne 1 plus 1 sur 2, un élément la ligne 1 plus 1 sur 2, d'accord? Un élément la ligne 1 plus 1 sur 2. Maintenant, plus n, 2 fois n moins k plus 1, allant de k égale 1 plus 3 sur jusqu'à i moins 1. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? واش حسبنا؟ حسبنا le nombre d'éléments non nuls من i égale 1 plus 1 sur 2 حتى i moins 1. D'accord? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, s'il vous plaît? D'accord, d'accord. Maintenant, on a un problème sur la ligne, parce que ce n'est pas la même chose que le triangle Hada au départ. Le triangle Hada au départ, quand on commence par la gauche, vous voyez, vous avez des trucs pleins par la gauche jusqu'à la fin. D'accord? Donc, ça veut dire quand je suis le triangle 1, je prends J-1. Maintenant, quand j'ai le J là, je ne peux pas prendre J-1. Pourquoi? Parce qu'on a des nombres d'éléments non nuls ici, et il y a des zéros au milieu. Donc, on n'a pas la totalité qui est pleine. D'accord? On a une partie pour la partie gauche et une partie pour la partie droite. Comment on va faire pour calculer le nombre d'éléments non nuls? Non nuls, ça veut dire comment on va calculer le nombre d'éléments non nuls la position I, la ligne I, de cette partie jusqu'à atteindre le J. Quel est le nombre d'éléments non nuls ici et ici? Comment on doit le faire? L'astuce, c'est de calculer le nombre d'éléments non nuls de la ligne I, et on le connaît, c'est 2 fois n moins I plus 1, parce que la partie elle contient n moins 1, n moins I plus 1, et cette partie, elle contient n moins I plus 1 éléments. Donc, la totalité de la ligne complète, elle contient 2n moins I plus 1. Et maintenant, pour éliminer, puisqu'on doit éliminer cette partie, pour ne pas la comptabiliser, on a comptabilisé dans la totalité et on doit éliminer cette partie. Comment on doit éliminer cette partie? Il suffit de, puisqu'on connaît la bord sub de cette partie, c'est n, et la bord f, c'est j. Comment on doit calculer quand on a une bord sub et une bord f? C'est n moins j plus 1 élément. Donc cette partie, le j, elle contient n moins j plus un élément. Et donc, on connaît la totalité ici complètement, moins cette partie, elle va vous donner cette partie. Elle va vous donner la partie ici. Ici, plus ici. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? D'accord. Et donc là, si on revient à l'adresse TANA, c'est l'adresse de base, plus un élément de la ligne 1 plus 1 sur 2, plus le nombre d'éléments non nuls, k égale 1 plus 3 sur 2 jusqu'à i moins 1. Si je suis la ligne I maintenant, vous aurez 2 fois n moins i plus 1 élément de la ligne I, ou la partie qui vient à la fin. D'accord? Et on trouve l'adresse de M de IJ dans le deuxième triangle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Maintenant, on a pris si la condition elle est vraie, on a une adresse. Si maintenant la condition elle est fausse, ça veut dire que l'élément n'existe pas en mémoire. L'adresse de M de IJ, elle est égale à vide ou la nil ou la 0. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions pour l'exo 3? Sinon, on va passer à la série numéro 3 concernant le langage statique et le langage dynamique. Est-ce que vous avez des questions pour l'exo 3? Est-ce que vous avez des questions pour l'exo 3? S'il vous plaît.
C'est bon, on peut passer la série numéro 3. C'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît, réagissez rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour l'exo 3? Donc, on va passer l'exo. On va passer l'exo 3 de la série numéro 3, l'exo 1, concernant la location statique. Ah, monsieur. Donc là, j'ai dit qu'on va commencer la série numéro 3 et on va commencer avec l'exo 1 de la série Organisation des données à l'exécution. On va commencer avec un exo concernant un langage Fortran qui est un langage à allocation statique. D'accord? Quand on dit allocation statique, tous les objets qui sont manipulés à l'intérieur du langage, ils sont des objets statiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de notion de dynamique à l'intérieur. D'accord? Et donc là, vous avez un langage Fortran qui est formé d'un programme principal ici, d'accord, et un sous-programme, une procédure ou une fonction ici. D'accord? Maintenant, vous avez vu le cours, les caractéristiques du langage Fortran, et vous n'avez pas étudié la notion de common, la notion de le common et l'équivalence. Je vais vous expliquer brièvement c'est quoi le common et c'est quoi l'équivalent, la notion d'équivalence. D'accord? Le common, c'est quoi? C'est un common qu'il peut avoir un nom là, il n'est pas obligatoire le nom là. On peut avoir le nom, on doit le mettre entre les deux bras. Le common hadith, c'est un common max. Le common, c'est quoi? C'est une zone de données partageable entre le programme principal, vous voyez, entre le programme principal et le sous-programme. Quand le programme principal veut passer des données à un sous-programme, il suffit de le mettre dans un common et le common, il va l'utiliser en utilisant la zone de données commune entre le programme principal et le sous-programme. Je vais expliquer brièvement par la suite ça. Et il y a la notion d'équivalence. Donc, le common, c'est toute une zone de données partageable entre le programme principal et un sous-programme. Maintenant, l'équivalence, c'est autre chose. Si on voudrait partager dans un programme, soit le programme principal ou un sous-programme, une case mémoire, il suffit de dire que l'équivalence de N2 avec T1. Ça veut dire quoi? La case numéro 2 du vecteur N, elle est équivalente à la case numéro 1 du vecteur T1. D'accord? Si je vais expliquer brièvement ici la notion d'équivalence et la notion du common, c'est que j'ai dit que c'est des instructions, ces instructions sont des ordres non exécutables. Ce pas des instructions exécutables. Il sert à quoi? Il sert à réagir ils vont réagir sur l'implémentation des variables en mémoire. D'accord? Il sert à gérer les mémoires, il sert à gérer seulement des zones de données en mémoire. D'accord? Et donc, le cas est le common. L'utilisation essentielle de cet ordre est de permettre, le passage de certaines variables par un ensemble qui est le programme principal et le sous-programme, soit entre le programme principal et le sous-programme ou là entre les sous-programmes, destinés à être utilisés en même temps. Qui veut mettre les données à un sous-programme, il suffit de les mettre dans une zone de données qu'on appelle le common, et le common, il va partager les données TAO avec le sous-programme ou là, un sous-programme, il peut le partager avec un autre sous-programme. Pour les variables déclarées dans le common, on va procéder comment à l'installation? On va les installer séquentiellement, de la partie gauche vers la partie droite.
du côté du programme principal, de la partie gauche vers la partie du programme principal, vers la fin. Et la même chose, du côté de ce programme, on va les installer séquentiellement, de départ de la gauche vers la droite. D'accord? Et on peut avoir la zone de données لهنايا, common, le nom de ces zones. On peut avoir un tableau لهنايا, une variable, un tableau, une variable, un vecteur. D'accord? La taille le bloc de commande est déterminé après avoir compilé le programme principal et tous les sous-programmes. On peut connaître la taille le commande qu'à la fin de la compilation. Complètement le langage Fortran, ça veut dire du programme principal, mais les sous-programmes. Pourquoi? Parce que le commande, la taille le commande change d'un programme à un autre. Si je suis dans le programme principal et j'ai installé les données le commande du côté du programme principal, j'ai une variable qu'on appelle la taille. Elle va calculer la taille le commande dans le programme principal. Elle va être stockée dans taille. Taille, c'est une variable globale. Elle sera utilisée par le compilateur. On va quitter le sous-programme. Il installe du côté du sous-programme, il installe les données TAO. On va calculer la taille dans une taille dans le sous-programme. Il va comparer la taille du sous-programme à la taille du programme principal. S'il va trouver que la taille le programme principal elle est moins que la taille du sous-programme, il va prendre le maximum. Il va prendre la taille la plus grande. Et donc, à chaque fois, on va passer à un autre sous-programme et on calcule la taille. Si on trouve que la taille le deuxième sous-programme elle est plus grande que la taille le sous-programme le premier, on va prendre la plus grande jusqu'à arriver à la fin. Maintenant, pour l'installation des données en mémoire un commande, vous avez un commande V1 jusqu'à V1. L'adresse de V1, c'est quoi? C'est l'adresse du début de commande. On va installer au début de commande. L'adresse de V2, c'est quoi? C'est l'adresse de V1 plus la taille de V1. Wesh rah yiddi V1. Jusqu'à arriver à l'adresse de V1. C'est l'adresse de V1, c'est l'adresse de V1-1 plus la taille de V1-1. D'accord? Donc, si j'ai pris un exemple là, j'ai un commande là, du côté du programme principal, j'ai un commande du côté du sous-programme. Donc, ça veut dire que le programme principal, il partage avec le sous-programme les données Hadouma, qui est petit, grand A, grand B, grand C, grand D. D'accord? Et du côté du programme principal, le sous-programme, vous avez, ça veut dire que A, elle est équivalent à X, B, il est équivalent à Y, et le C, il est équivalent à Z. D'accord? Ça veut dire si on va avoir en mémoire pour le commande qui est le nom au blanc, du côté du programme principal, quand on va les installer, c'est séquentiel. L'adresse A, c'est quoi? C'est le début le commande. Donc, elle va être dans la première case le commande. Le B, il va être dans le deuxième case le commande. Le C, il est dans le troisième. Le D, il est dans le troisième commande. Qui du programme principal, on va commencer la même chose séquentielle, mais de départ. Donc, ça veut dire le X, il va occuper la première case du commande. Le Y, il va occuper la deuxième case du commande. Et le Z, il va occuper la troisième case du commande. Et vous voyez là, qui calcule du côté du programme principal, qui calcule la taille du commande, elle est égale à 4. Qui calcule du côté du sous-programme, elle est égale à 3. Donc, la taille du sous-programme, elle est moins que la taille du le programme principal. Et donc, la taille du commande, on va prendre le maximum qui est égal à 4. Est-ce que c'est bon pour le commande? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon pour le commande? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Maintenant, on va passer à l'équivalence. L'équivalence, j'ai dit que l'équivalence, elle va donner une même case à plusieurs variables. Donc, une équivalence, on peut avoir plusieurs listes. Et les éléments dans une même liste, ils vont occuper la même case. Donc, on peut avoir première liste, deuxième liste, jusqu'à avoir la énième liste. Et chaque élément qui se trouve dans une même liste occupant la même case. D'accord? Et les listes, les éléments qui sont à l'intérieur de la liste, ils peuvent être des variables simples ou des variables indicées par des constantes, soit des variables les tableaux, là c'est des variables simples. Le but à l'équivalence, c'est d'assigner la même adresse en mémoire à chacune des variables situées dans la même liste. Si je prends l'exemple simple, j'ai pris un tableau à 10 éléments, une matrice à 3 lignes et 4 colonnes. J'ai dit que l'équivalence, la première liste, que la variable A, elle est équivalente à l'élément 4 du tableau C et elle est équivalente à l'élément
qui se trouve la matrice à la ligne 2 et la colonne 3. Et pour la deuxième liste, j'ai dit que le P ou le G ou C4, ils sont équivalents. Donc, si j'installe là, j'ai installé la matrice là, ligne par ligne. D'accord. J'installe la matrice à ligne par ligne. Je fixe la première, j'ai installé là. Là, j'ai installé la matrice à colonne par colonne. J'ai fixé la colonne 1 et j'ai varié la ligne. D'accord. J'ai fixé la deuxième colonne A2, j'ai fait varier la ligne. J'ai fixé la troisième colonne A3, j'ai fait varier la ligne. J'ai fixé la quatrième colonne A4 et j'ai varié la ligne. Par la suite, on revient à l'équivalence. J'ai dit que on a quoi? Que l'élément qui se trouve la ligne 2 et la colonne 3, il est équivalent à l'élément 4 du tableau C. Donc je reviens لهنايا واش قلت لهنا كاع يديك هي une équivalent. Donc R2 3 il est équivalent à C4, il est équivalent à 4. Ça veut dire que A et C4 et R2 3 ils vont occuper la même case. Et en même temps, le P ou G, ils vont occuper la même case que C9. D'accord. Et puisqu'on installe les éléments séquentiels, si C4 il est équivalent à R2, 3, C3 il va être équivalent à R1, 3, et C2 il va être équivalent à R3, 2, et C1 il va être équivalent à R2, 2. Et c'est la même chose du côté en bas. Parce qu'il y a, on ne peut pas installer un élément tableau dans une case et les autres quelque part. Si on installe un élément du tableau à l'intérieur d'une case, ça va varier séquentiellement. Est-ce que c'est bon pour l'équivalence? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Ok. D'accord. Donc maintenant, on revient à l'exoterne. Dans l'exoterne, où on a que un programme principal, un programme principal, on a un programme principal ici, j'ai un programme principal ici et un sous-programme. Je vais, donc on vous demande quoi? De donner la zone de données du programme principal, le sous-programme et le common. On a 3 zones de données. D'accord. Pour le cours, pour la zone de données du programme principal, c'est les variables qui sont déclarées locales à l'intérieur du programme principal, qui sont ces variables, A ou le B ou le C, ou le 1C qui est un vecteur à 5 éléments, un vecteur D à 5 éléments et un vecteur E à 2 éléments. C'est tous les éléments qui sont déclarés localement à l'intérieur du programme principal ou du sous-programme, moins les éléments qui sont déclarés dans une zone de données commune. Est-ce que عندك X ou Y ou T4 لهنايا؟ ما عندناش. Mais il faut faire attention. On a une équivalence du tableau N2 avec T1 et T1, T1, un élément 1 du tableau T qui est dans la zone de données commune. Ça veut dire quoi? Que le tableau N, le tableau N, puisqu'il est équivalent à T1, il va passer dans la zone de données commune. Il n'est pas dans le programme principal. Ça veut dire que les variables grand A, grand B, grand C, D et E sans le N qui n'est pas dans la zone de données du programme principal. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Là, c'est les zones, c'est des variables qui sont déclarées localement à l'intérieur du programme principal. C'est des variables là, de grand A, grand B, grand C, le N, le D et le E. Et qui ne sont pas dans une zone de données commune. Dans une zone de données commune. Quelles sont les variables de la zone de données commune du programme principal? Avec le X ou le Y ou le T, le vecteur T. Mais, on a une équivalence اللي هنا لتحت. واش قلنا في l'équivalence que la راح يترانسفيرا dans le common. Pourquoi? Parce qu'il y a une équivalence. ما نقدرش ندير une équivalence d'un élément في الكومون و l'autre partie في le programme principal. راح نترانسفيري كاع le vecteur 1 qui est de dimension 5 vers la zone de données commune puisqu'il y a une équivalence.
D'accord? Est-ce que c'est bon? D'accord. Et donc là, ça veut dire quoi? On va avoir le programme principal, les données, sauf le N هذا. معناتها واش عندنا grand A, grand B, grand C, le tableau D5 et le tableau E5. Si on va voir là, la zone de données du programme principal, vous aurez quoi? Vous aurez le A, le B, le C, vous tableau D1, D2, D3, D4 et D5. ومن بعد نعاودوا نولوا لهنايا parce qu'il y a, je crois, une équivalence entre, vous voyez là, l'équivalence, que l'élément 4 du tableau D, il est équivalent à l'élément 1 du tableau E. Si on revient ici, on va voir que E1, il est équivalent à D4. Ça veut dire que E2, il est équivalent à D5 plus les temporels. On doit mettre des temporels de plus. Est-ce que la zone de données du programme principal, elle est bonne? Est-ce que vous avez compris pour la zone de données du programme principal? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la zone de données du programme principal? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Ok. Zone de données, l'adresse de la zone de données qui est active, les quintes actives stockées. Ici, on a des registres qui vont être utilisés par le sous-programme et qui sont celles de langage appelant. On va les stocker dans les paramètres implicites. Les paramètres effectifs, c'est quoi? C'est les paramètres de l'appel. C'est le cas, le sub. Le sub, on l'a appelé avec grand A et grand B. Ça veut dire que les paramètres effectifs, c'est grand A et grand B. Puisqu'au niveau de dans les paramètres, le grand A et le grand B. Et par la suite, on va installer séquentiellement le I ou le J ou le K. ومن بعد واش عندنا لهنا نعاودوا نولوا عندنا الاي والجي والكا سي دي فاريابل ومن بعد عندنا بي 5 بي 5 il faut pas oublier que B5 vous voyez là le vecteur B5 mais on a une équivalence B5 elle est, on a quoi que l'élément du 2 du tableau B il est équivalent à G ça veut dire quoi كي نعاودوا نولوا لهنايا كي نعاودوا نولوا l'élément 2 du tableau B il est équivalent à G ça veut dire quoi que B1 le B de 1, il est équivalent à I, le B3, il est équivalent à 3, et le B4, il est équivalent à H. D'accord? Puisqu'on a une deuxième équivalence là, que L1, elle est équivalent à B4 le tableau B. D'accord? Qui c'est pour L1 la case 4. L1, elle est dans la case 4. Vous voyez que L1, elle est dans la case. Donc L2, il sera dans la case B5 et L3, il sera dans la case seule plus les temporels. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour le sous-programme? Est-ce que c'est bon pour le sous-programme? Pour le sous-programme. Est-ce que le son il est bon comme ça? Est-ce que le son il est bon comme ça? S'il vous plaît.
Est-ce que le son il est bon comme ça, s'il vous plaît? Je répète pour la zone de données de sous-programme. Je répète, s'il vous plaît. D'accord. J'ai dit que c'est une même zone de données que le programme principal. Mais on a de plus que le programme principal, parce que le programme principal, c'est lui le programme principal. Il ne peut pas être appelé par d'autres programmes. Le programme principal, il peut appeler des sous-programmes, ou l'aide des sous-programmes, ils peuvent appeler d'autres sous-programmes. Ça veut dire quoi? C'est pour ça, dans la zone de données d'un sous-programme, vous aurez de plus par rapport au programme principal les paramètres implicites et les paramètres implicites et les paramètres effectifs. Les paramètres implicites, c'est quoi? Parce que le sous-programme sera appelé par un programme appelant. Le programme appelant, pour ne pas perdre ces informations, on va stocker dans les paramètres implicites l'adresse le retour, où le programme appelant, et l'adresse de la zone de données du programme appelant, pour ne pas être écrasé, pour ne pas l'écraser. Et s'il y a des registres qui vont être utilisés par le sous-programme et qui sont importants pour le programme principal, il faut les stocker dans les paramètres implicites. Les paramètres effectifs, c'est quoi? C'est les paramètres de l'appel. Vous voyez qu'au niveau de la procédure, quand on écrit donc, du côté du programme principal, vous voyez du côté de subroutine, de la routine ou de subroutine, vous avez les X et Y, c'est des paramètres formels. Au niveau de l'appel, il devient des paramètres effectifs. C'est le grand A et le grand B, c'est des paramètres effectifs. Ça veut dire quoi? On va stocker à l'intérieur du paramètre effectif, grand A et grand B. Et par la suite, on va faire la même chose que le programme principal. Quelles sont les variables qui sont déclarées localement là? Ou le I, ou le J, ou le K, ou le H. Donc, on installe d'abord le I, ou le J, ou le K, ou le H. Donc, on a I, J, K, H. Et par la suite, on va, avant de stocker le grand B et le grand L, on va voir les équivalences. Vous avez vu là que l'élément 2 du tableau B2, il est équivalent à G, la zone de données. Ça veut dire quoi là? On sait que B2 il est équivalent à G le tableau, la zone de données du sous-programme. Ça veut dire que B2 de B1 il est équivalent à I, B3 il est équivalent à K et H il est équivalent à B3, à B4. D'accord? Maintenant, il y a une deuxième équivalence, c'est l'équivalence de l'élément 1 du tableau L avec l'élément B et l'élément 4 du tableau B. Si on revient à l'installation pour la zone de données, on va voir que L1 il est équivalent à B4. L1 équivalent à B4 et H. L2 elle sera équivalent à L5, B5 et L3 il est seul plus les temporaires. Est-ce que c'est bon pour la zone de données du programme principal, du sous-programme? Est-ce que c'est bon? Bien sûr, les variables sont stockées séquentiellement, du gauche vers la droite. D'accord? Et on commence par la première. C'est là, on a deux déclarations là. On a la première déclaration. نبداو من ال هنا ومن بعد J ومن بعد K. Dans l'ordre, ومن بعد H ونتبعوا. Mais il faut faire attention, il y a des équivalences là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on doit stocker normalement le I, le J, le K et le H, le vecteur B, B5, qui on commence avec B1, B2, B3, B4. Mais vous avez que B2, il est égal à J. Maintenant, لازم نحطوا B2 مع J, où on va suivre par la suite séquentiellement les éléments B2 مع J. Maintenant, le B1, il va être avec I, le B3, il va être avec K, le B4, il va être avec H, et le B5, il est quelque part seul, ou même d'où la deuxième équivalence que l'élément 4 du tableau 4, il est équivalent à l'élément 1 du tableau 1, et on va faire les équivalences dans l'ordre séquentiellement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Maintenant, il nous reste le dernier, c'est le common max du côté du programme principal et du côté de ce programme. Donc, la zone de données là, du common qui est le noté au max, on va avoir deux parties, du côté du programme principal et du côté de la zone de données simple. Donc là, qui nous le programme principal, vous avez du côté du programme principal, vous avez X, Y, T4, d'accord, on va les installer séquentiellement, d'accord, séquentiellement. Donc X, vous aurez X, Y, T1,
T2, T3, T4. Mais si on revient là, on a une deuxième équivalence. On a quoi? L'équivalence que T1, il est équivalent au numéro 2 du tableau 1. Donc, on va installer là, T1, il est équivalent à N2. Ça veut dire que N1, il est avec Y, N3, il est avec T2, N4, il est avec T3 et N5, il est avec T4. C'est du côté du programme principal. Du côté de ce programme, vous avez S, F et G2. On n'a pas d'équivalence du côté de ce programme. Ça veut dire quoi? On va avoir S séquentiel mais début, F, G1 et G2. Est-ce que c'est bon pour le commande? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour le common? S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que c'est bon pour le common? D'accord. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, puisqu'on va s'arrêter ici, puisque pour ne pas être en avance par rapport à Mme Boukala. Donc, je vais m'arrêter ici. La semaine prochaine, on va voir la même chose. Les TD en ligne. Mais les TD en ligne la semaine prochaine, ce n'est pas le lundi. Donc, automatiquement, c'est le mardi. C'est ça. Donc, on va suivre le planning en ligne. C'est ça. Donc, c'est le mardi. C'est bon? Parce que je risque d'être coupé. Je risque d'être coupé. Hein. Est-ce que c'est bon? Donc, la semaine prochaine, on va se revoir le samedi. Est-ce que c'est bon? Mais ce n'est pas le samedi, le mardi. Je vous demande, essayez de faire l'exo. J'ai envoyé la série numéro 3. Essayez de préparer l'exo 3 et au moins l'exo 2 et l'exo 3. Au moins l'exo 2 et l'exo 3 pour la prochaine. D'accord? Je vous souhaite Sahaf Torkom et essayez de préparer des exos pour la semaine prochaine. On va se voir. Si vous avez des problèmes ou là, vous pouvez nous envoyer un email. Je vais vous envoyer ce soir, je vais vous envoyer la correction. J'ai envoyé la correction de l'exo précédent de la série numéro 2. Je vais vous envoyer la correction Hadia, cette correction plus le slide concernant l'explication le common et l'équivalence. Sahaf Torkom, on se voit donc mardi prochain, Inch'Allah.